Alors, merci Siegfried de nous rejoindre. Et puis, on va changer les habitudes. C'est pas toi qui vas te présenter, mais c'est moi qui vais faire ta présentation. Tu as le droit de corriger Ça me tout plaît, ce ça. que je veux dire. Je suis spectateur. Alors, Siegfried, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu es un ancien sportif, un athlète de haut niveau, puisque tu as fait partie de l'équipe de France d'aviron. C'est Tu as ça. été 10 fois médaillé au niveau national et international. Bravo. Un Félicitations. beau palmarès. Merci. Aujourd'hui, tu es neurothérapeute, c'est comme ça que tu te présentes, et tu as fondé l'Université des hauts potentiels. Alors, tu vas peut-être nous en dire plus. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que tu accompagnais les chefs d'entreprise, notamment, à libérer leur potentiel de réussite. Et grâce à une méthode dont certains ont peut-être déjà entendu parler, qui est l'ikigai. L'ikigai, c'est une méthode japonaise basée sur la joie de vivre et la mission de vie, si je ne me trompe pas. Mhm. Donc c'est super intéressant. Je te laisserai la parole après pour que tu nous racontes tout ça. Tu es également expert en marketing et en performance de l'entreprise. Tu développes des formations en stratégie marketing éthique et pérenne, et ça c'est important. Tu es également auteur, conférencier, coach certifié en PNL. Tu es praticien en hypnose. J'en ai certainement oublié tellement tu en fais. Et Et avec tout ça, tu es aussi marié et papa de 2 enfants qui ont 6 et 7 ans. Donc ça fait quand même une belle carte de visite, ouais. Une belle, très longue carte de visite. Et puis du coup, alors, avant de te laisser la parole, je te pose déjà la question qui suit, c'est que moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce parcours très très riche, très très dense, avec des très et excellents résultats, c'est comment est-ce que tu assures, comment est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre, j'allais dire, important, fondamental, entre vie perso et vie pro. Voilà, ça c'était la première question qu'on voulait te poser suite effectivement à ce palmarès et à toutes ces activités que tu veux peut-être compléter d'ailleurs si tu veux repréciser ou ajouter certains points. Mais voilà, c'était au-delà de tout ça, avec une vie bien chargée, une activité professionnelle dense, comment est-ce que tu assumes un équilibre vie perso, vie pro? Alors, déjà bravo pour les recherches sur mon CV. C'est pas du tout moi, je sais pas de qui tu parlais en fait. Donc, Ah mince. non, c'était parfait. Ouais. Alors, pour répondre de manière concise à ta question, comment je fais pour avoir un équilibre dans tout ça, je fais énormément d'erreurs et je fais beaucoup de choses de manière imparfaite. Voilà, ça c'est le secret pour arriver à trouver un équilibre. Et c'est la base de ce que je fais, hein. C'est vraiment le principe, c'est de tester beaucoup de choses, faire beaucoup d'erreurs, en apprendre beaucoup, et puis implémenter toujours ce que j'ai appris de ces erreurs-là, qui font qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir cette vie qui est, on va dire, relativement équilibrée, selon mon point de vue, entre ma partie professionnelle et ma partie privée. Mais au début, j'étais pas du tout comme ça, hein. C'est pas été je me suis pas levé un jour comme ça en me disant: «Tiens, j'ai lu ça dans un livre et j'arrive à équilibrer tout ça». J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai même fait un burn-out à cause du trop gros volume de travail que j'avais, mais seulement, chaque fois que j'ai fait des erreurs, j'ai appris et j'ai implémenté les résultats. Donc c'est en faisant beaucoup d'erreurs, en n'ayant pas peur de faire beaucoup d'erreurs et en testant beaucoup de choses, en fait. Donc j'ai pas, pour l'instant, je te donne la vision globale, hein, c'est de ne pas avoir peur de tester beaucoup de choses et de faire beaucoup d'erreurs, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend. Il n'y a pas d'autre solution. On a beau lire un bouquin, prendre un truc, tout ça, tant qu'on n'a pas expérimenté, fait l'erreur, ben on n'a pas vraiment appris. Donc c'est vraiment ça, la base. Après, de manière plus précise, parce que si vous voulez des petites pépites par rapport à ça, c'est que, Évidemment. voilà, parce que c'est bien beau, oui, ben voilà, il faut faire des erreurs. Merci, au revoir. Bravo, Siegfried. Merci, c'était très intéressant. Là-dedans, après, moi, ce que j'ai vraiment appris, c'est qu'il faut, notre temps est limité. On a comme un sablier à côté de nous, le sablier de notre vie, hein, on a un grain de sable par seconde, et qu'un jour, ce sablier va s'arrêter. Et tant qu'on n'en a pas conscience de ça, ben, on n'accorde pas d'importance à chaque grain de sable qu'il y a dans le sablier. Donc, il faut prendre conscience un jour que notre temps n'est pas limité et que tout ce qu'on fait qui ne correspond pas aux objectifs qu'on se fixe, que ce soit un objectif de vie de famille épanouie, d'un objectif professionnel, n'a pas sa place dans le, dans le sablier. On doit l'éliminer parce que c'est du temps perdu,
c'est du temps qui ne sera pas bien utilisé. Je dis pas, par contre, je dis pas, comme certains disent, oui, il faut être tout le temps dans la productivité, tout le temps faire des choses, tout ça. Non. Il y a dans mon calendrier des moments où je ne fais rien, des moments de contemplation, des moments où je me promène, mais c'est très important pour moi, ça fait partie des grains de sable qui sont très importants. Donc je mets pas en avant, je prône pas non plus le fait de l'hyperactivité professionnelle, le calendrier rempli de A à Z, parce que non, on a chacun nos objectifs qui nous sont propres, on les définit, bon, chacun a ses objectifs. Il y en a qui vont vouloir monter des empires industriels, là, qui vont vouloir juste envie de vivre dans une tente dans la forêt. On a chacun nos objectifs, et bien tout ce qui sort de ces objectifs-là, il faut l'écarter, et dans son calendrier, on ne doit avoir que des actions stratégiques en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Donc déjà, le premier point que je donnerai, la première pépite, c'est fixez-vous des objectifs clairs, définis, précis. C'est un petit peu comme tirer à l'arc, et il y a beaucoup de gens qui tirent en fermant les yeux, puis en lançant la flèche comme ça. Non, prenez la bonne direction. Quand on part en mer, moi qui ai fait beaucoup de voile, quand on part en mer, on regarde vraiment là où on doit aller. Et si on ne sait pas où on va, ben on part n'importe où. Donc, première règle, vraiment se fixer un objectif clair, précis, pour savoir là où on veut aller et éliminer tous les détours qu'on va prendre, comme dans un mauvais GPS, où on va passer dans des endroits qu'il ne faudrait pas. Ça serait une des premières pépites. Est-ce que tu associes cette pépite parce que moi, je peux partir pendant 3 heures sur une thématique. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est intéressant. Ouais, compte sur nous. Et du coup, moi, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que c'est également ce même état d'esprit et cette même discipline, entre guillemets, que tu essayes de t'imposer vis-à-vis de cet équilibre vie perso, vie pro? Est-ce que tu as des objectifs, quelque part, sur le temps que je vais passer en famille, le temps que je vais passer en pro, ça va jusqu'à cette discipline-là? Moi, je suis. Alors après, j'ai un esprit qui est très procédurier, très carré, et tout ce qui n'est pas dans mon calendrier n'existe pas, en fait. D'accord. Donc, en fait, et c'est une règle absolue, tout ce qui n'est pas dans mon agenda n'existe pas. Donc, je sais que dans la journée, par exemple, j'ai mes enfants et que je veux passer du temps avec eux. Mais il faut bien définir ce que c'est que passer du temps avec les enfants. J'ai la chance de passer énormément de temps de proximité avec mes enfants, mais par contre, de temps d'intimité avec eux, je m'étais rendu compte à un moment que j'en avais peu. Donc, je les voyais souvent, je travaillais, ils sont là. D'ailleurs, là, ils sont à côté en train de jouer en dessous. Donc, je suis très souvent avec eux par rapport à d'autres parents qui n'ont pas cette chance-là. Mais du vrai temps avec mes enfants d'intimité, j'en avais peu. Donc, je me suis fixé dans la journée au moins 15 minutes avec chacun de mes 2 enfants, mais d'intimité, de proximité. Vraiment à parler avec lui, jouer avec lui. Et ça, c'est dans mon calendrier. D'accord. Donc, tu planifies tous tes temps, y compris les temps avec les enfants. Y compris les temps avec mes enfants, parce que je me suis fixé de manière professionnelle des objectifs de volume de travail. Donc, pour tout vous dire, cette année, je me suis fixé un maximum de 4 heures de travail par jour, sur 5 jours dans la semaine. Donc, c'est mon objectif final. Je ne suis pas encore parce que je mets des projets en place. Mais l'objectif, c'est que d'ici 6 mois, je sois 4 heures par jour. Et là-dedans, je mets aussi du temps pour ma famille. Je mets du temps aussi pour mes activités physiques, pour la méditation, pour la lecture. Tout est dans mon agenda pour que je sois sûr que là-dedans, après, tous mes objectifs soient remplis à la fin de l'année, autant les objectifs de plaisir que les objectifs professionnels. Mais je sais très bien que malgré mon agenda, il va y avoir des petites choses qui vont venir s'immiscer dans mon agenda et qui font que, tiens, il va peut-être falloir que je signe une facture, un truc comme ça, c'était pas prévu. Ça, je ne m'inquiète pas que ça va trouver sa place après dedans. Donc, mais je vais être sûr que les grosses briques de mes objectifs soient là et soient bien présentes chaque jour. Alors, moi, ce que j'ai entendu et qui me semble vraiment aussi primordial, tu l'as dit naturellement, mais c'est faire attention à distinguer être présent physiquement à côté de ses enfants et vraiment passer du temps de qualité avec eux, d'être vraiment connecté, d'être vraiment en interaction avec eux. Et ça, je pense que c'est aussi important de souligner, c'est que nous arrive tous d'être dans le métro boulot dodo, de rentrer le soir, d'avoir l'impression de passer du temps en famille, mais finalement, on est là sans être là. Et donc, toi, tu as réussi à détecter ça et tu en fais une vraie force maintenant en te disant, OK, moi, c'est 15 minutes où là, je serai vraiment 100% disponible et connecté avec mes enfants. C'est ça. Alors, je rassure les gens qui vont écouter, ce sont des objectifs que je me fixe.
c'est très imparfait ce que je fais. Il y a des journées, des semaines, parfois je ne les ai pas ces 15 minutes avec eux, mais dans ma tête, je sais que c'est mon objectif et que je suis toujours présente à me dire «Ah, mince, j'ai pas passé assez de temps avec ma fille et mon fils. La semaine prochaine, il faut que je fasse l'effort de passer plus de temps parce que ça ne correspond pas aux objectifs que je me suis fixé avec eux». Donc c'est très imparfait encore une fois, hein, parce que ne faut pas croire que donc, à 20h45, ah, c'est le temps avec ma fille, je me mets dedans. C'est l'objectif que je me fixe, c'est la ligne d'arrivée. Et pour y arriver, ben, on fait des erreurs, on s'écarte du chemin, des fois on navigue. C'est important de laisser effectivement de la place à l'erreur, au recadrage, aux essais, et ça, tu insistes beaucoup là-dessus. Et effectivement, je pense qu'il faut insister, admettre en fait qu'on n'est pas parfait, tester, et pour autant ne pas abandonner en fin de compte. Continuer à poursuivre notre objectif. C'est une règle fondamentale que j'ai apprise dans le sport. Quand je me suis rendu compte que je suis arrivé au niveau avec les médailles que tu as citées, tout ça, je me suis dit, mais mince, mais c'est incroyable, j'ai l'impression qu'en fait, je suis pas bon dans le sport, je suis pas techniquement parfait, les courses que j'ai faites, elles étaient loin d'être parfaites, et j'avais l'impression d'être pas abouti dans ce que je faisais, parce que je m'imaginais la médaille, par exemple, comme un jour où tout est parfait, la course est parfaite, la technique est parfaite, l'énergie physique. Alors que ça n'arrive jamais, ça. Ça n'arrive jamais. La course est toujours imparfaite, ma technique n'est jamais aboutie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il faut arrêter de mettre la perfection sur ce que certaines personnes mettent en avant, dire voilà, il faut que vous fassiez comme ça, et un jour ça va être parfait, vous allez voir. Non, c'est jamais parfait. Même le plus grand champion, le plus grand entrepreneur, le plus grand père de famille n'aura jamais une journée parfaite. Et donc, il faut se mettre dans cet état d'esprit que rien n'est parfait, et que c'est comme ça, et que c'est bien, et qu'il faut s'y faire. Voilà. C'est important, effectivement. Apprendre à lâcher prise, mais c'est important ce que tu dis, parce qu'on est tous un petit peu à la course au mieux, au plus, à la perfection. Et toi, ce que tu dis, c'est prenez du recul, et n'attendez pas justement d'être parfait pour savourer, et puis justement aussi faire et réaliser et obtenir de la réussite. Oui, alors il y a un truc qui est très intéressant par rapport à ça, donc on ne va pas rentrer dans le côté spirituel où je ne suis pas très bien. En tout cas, c'est une des conclusions que moi j'ai tirées et que j'enseigne aussi, c'est qu'il faut, c'est le principe des forces d'équilibrage. Le principe des forces d'équilibrage, qu'est-ce que c'est? C'est il faut se fixer un objectif, il faut tout mettre en place pour atteindre cet objectif, mais après, comme tu le disais très bien, il faut lâcher prise sur l'objectif. Parce que si on se focalise trop sur son objectif, ben, il va y avoir une force d'équilibrage qui va se mettre en place, qui va nous empêcher d'arriver à cet objectif, parce qu'on est tellement focalisé, concentré, je veux ça, il me le fout, qu'en fait, ben, l'univers, on va dire ça comme ça, on met le mot qu'on veut dessus, hein, et chacun a sa vision là-dessus, fait qu'il y a une force d'équilibrage opposée qui va se mettre en place, c'est l'action-réaction, hein. Si je force contre un mur, ben, le mur met une action opposée, c'est un principe des forces d'équilibrage, et donc quand on a un objectif, qu'on se fixe l'objectif, on met tout en place, mais après, je me détache du résultat. Que ça arrive, ça n'arrive pas, c'est bien. J'ai tout mis en place comme il fallait. Maintenant, je me détache et, comme tu dis, je lâche prise sur le résultat. Et ça, on l'apprend beaucoup dans le sport. Le jour de la compétition, c'est pas ce jour-là où il faut se dire oh, putain, j'aurais dû m'entraîner un petit peu plus, ah, j'aurais dû manger ça, oh, j'aurais dû faire ça. Non, c'est j'y suis, j'ai tout mis en place. Maintenant, je vais faire de mon mieux. Mais si je gagne, tant mieux. Si je perds, tant mieux aussi, j'aurais appris quelque chose, mais en tout cas, je me détache de l'objectif que j'ai atteint. Et c'est difficile à prendre en compte, il faut beaucoup d'expertise, enfin beaucoup de temps pour s'en rendre compte, se dire, ok, il faut réussir à lâcher prise sur son objectif, parce que j'ai tout fait, mais je laisse faire après. Voilà. On laisse faire la nature. Merci pour ce partage. Tu as déjà anticipé du coup la suite de nos questions, parce qu'on voulait t'interroger justement sur les difficultés, sur les blocages, sur les craintes, les obstacles que tu avais rencontrés pour justement aujourd'hui arriver quand même à une stabilité, à un équilibre qui te correspond un peu plus. Alors tu nous as déjà avoué avoir échoué, avoir réessayé, mais quelle a été pour toi la plus grosse difficulté au moment où tu as pris conscience après ton burn-out, justement? Quelle a été cette plus grosse difficulté pour essayer de stabiliser et de reprendre en fait le cours de ta vie comme toi tu l'entendais? Alors, il y a des choses qui sont parfois je vais peut-être avoir l'impression d'enfoncer les portes ouvertes, mais que c'est très important. C'est déjà, il faut être un petit peu égoïste et il faut s'occuper de soi en premier. Et il faut s'occuper de sa santé physique et mentale en premier. Ça doit être dans le matin de l'agenda. Je ne commence pas par regarder mes mails, je commence par prendre soin de moi.
Hein, on connaît très bien la métaphore, quand tu es dans l'avion, s'il y a un problème, il tombe les masques à oxygène, on ne va pas le mettre sur ses enfants, on va d'abord le mettre sur soi. Tout à fait. Quand on tombe dans les pommes, on ne peut pas s'occuper de ses enfants. Donc c'est la première des réflexes, en fait, dans la journée, de mon agenda, prendre soin de moi, faire une activité physique, un petit peu de méditation, quelque chose. Ouais, il faut être égoïste parce que je me suis rendu compte, en faisant un burn-out, que je m'étais oublié au détriment de mon activité professionnelle et du reste. Donc prendre soin de soi, c'est primordial parce que rien ne remplacera une bonne santé physique et mentale. Ça, c'est le principe de base. Autre point bloquant, c'est qu'il faut apprendre à savoir dire non. Dire non à d'autres personnes, c'est dire oui à d'autres choses, en fait. Tout à fait. Si je dis non pour un rendez-vous, non pour un projet professionnel, ben, sur le coup, on va se sentir mal en disant non, j'ai été négatif, j'ai dit non, tout ça. Mais en fait, quand je dis non, il faut se dire non, je ne dis pas non à lui, je dis oui, soit à mon projet personnel, soit je dis oui à quelque chose qui va plus m'enthousiasmer. Donc, il ne faut pas hésiter. Et moi, malheureusement, je suis une personne, heureusement, hein, qui a beaucoup de mal à dire non. Et je me suis retrouvé à dire oui à beaucoup trop de choses. Et au bout d'un moment, on se retrouve comme ça, à avoir plein de oui, de oui, de oui, de oui. Et la journée qui se remplit de choses à faire, on se retrouve submergé. Et malheureusement, il n'y a que quelques heures dans la journée pour faire tout ça. On n'y arrive pas. Et on commence à stresser, etc. Donc, il faut savoir s'occuper de soi, savoir dire non. C'est déjà 2 principes fondamentaux. Après, on pourra en faire une liste, très grosse liste, mais vraiment le principe de savoir dire non qui est très, très, très important. Effectivement, oui, je crois que, comme tu dis, peut-être que tu enfonces des portes ouvertes, mais je crois qu'on ne le répète pas assez. Et on a beau le répéter, c'est difficile. C'est difficile de se faire passer en premier et c'est difficile de dire non, effectivement. C'est intéressant quand tu fais l'interview d'un expert, sans égocentrisme, mais voilà, c'est que moi, quand je suis arrivé à cette conclusion-là, c'est pas quand j'ai commencé à 19 ou 20 ans mon entreprise. Ça fait presque 20 ans que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'en arrive à la même conclusion qu'on m'aurait dit il y a 20 ans en arrière. J'aurais dit oui, bah ça va, c'est bon, s'occuper de ma santé physique et savoir dire non, ça va, ça a l'air évident. Ben, en fait, c'est le principe de base que 20 ans après, je sais qu'il faut que j'applique parce que c'est ça, en fait, la clé pour pouvoir faire d'autres choses. Ouais. Donc, ce que tu dis, c'est que quelqu'un qui démarre, aujourd'hui, il faut, même si ça lui semble compliqué de dire oui, parce qu'on a envie de dire oui, parce qu'en se disant, on dit oui, eh bien, voilà, on va peut-être paraître comme gentil, peut-être comme agréable, peut-être aussi parce que au début, c'est difficile de dire non dans la mesure où on n'a pas peut-être la capacité de dire non quand on se lance dans un business, etc. Tu dis, malgré tout, ce qui est important, c'est d'être aligné et puis déjà de s'écouter, de savoir dire oui à son projet, de dire oui à soi avant de dire oui aux autres, y compris quand on démarre. Oui, je ne dis pas non. Tout à fait, oui. Et alors, je vais te dire, c'est assez marrant parce que j'ai interviewé il y a 2 ans de ça Paul Pironnet. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Pironnet, qui est, on va dire, une sommité dans la programmation neurolinguistique, qui enseigne beaucoup de personnes. Paul Pironnet qui est devenu, on va dire, une connaissance très amicale, on s'apprécie beaucoup. Et le jour où je l'ai interviewé, bon, Paul Pironnet, qui est quand même pas jeune, autant il a 55 ans, un truc comme ça, et je lui disais, je lui posais la question, je lui disais, alors, quels sont tes projets pour les autres années, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mettre en place, tout ça. Il me dit, tu sais, je suis arrivé à un point aujourd'hui entre guillemets, de sagesse, où je sais que de cette année, je vais refuser énormément de projets qui, moi, m'excitent beaucoup, que j'aimerais faire. Mais je sais que si je veux arriver à avancer, je vais être obligé de dire non à plein de projets qui me donnent envie, en fait. Parce que je veux avoir dans l'année que 1 ou 2 projets qui dictent la direction que je dois prendre. Sinon, je sais que je vais avoir tendance à partir dans tous les sens, avoir envie de faire plein de choses, et en fait, on fait tout à moitié, en fait, on fait rien. Et j'ai trouvé cette sagesse de la part de Paul, qui est quand même bien plus âgé que moi, avec bien plus d'expérience là-dedans que moi, qui me disait, non, mais moi, cette année, j'ai 1 ou 2 projets, c'est tout, basta. Après le reste, je dis non. Voilà. Et c'est un petit peu le résumé de ce qu'on vient de dire là pendant quelques minutes. Ouais. Effectivement. Et ça demande effectivement beaucoup de courage, j'ose dire. Mais aussi une certaine droiture et c'est bien. Comme ça ramène à ce que tu disais tout à l'heure. Ses propres objectifs, penser à soi en premier et ses objectifs qu'on se fixe. Oui, et puis c'est vrai que c'est un petit peu un principe de base aussi, mais si on fait trop de choses, on s'éparpille, en fait, on se dilue, on dilue son attention, on dilue son énergie, on dilue sa motivation, et quand on dilue, ça devient homéopathique, et puis en fait, à la fin, il ne reste plus rien.
dans une dose homéopathique, quasiment plus rien. Donc, dans notre travail, qu'est-ce qui reste de manière homéopathique si je fais 10 projets en même temps, 10 choses à la fois? Mais il reste plus rien. Je passe pas vraiment du temps avec mes enfants. Mon entreprise, je m'en occupe, mais pas vraiment comme il faudrait. Mes amis non plus, ma famille non plus. Et en fait, tout ça est dilué. Donc, la journée est remplie d'occupations, mais pas avec beaucoup d'intensité et de résultats. Bien. Alors, on retient effectivement l'importance de s'occuper de soi et de savoir dire non. Merci pour ce partage. Je crois qu'on a encore une question. Moi, je voudrais revenir vas-y. avant notre question un petit peu fil rouge pour nous, qui nous tient à cœur, c'est revenir sur cette notion de famille. Comment est-ce que est-ce que ta famille t'influence ou joue un rôle dans ton approche business? Est-ce que tu fais vraiment une cloison entre les deux? Est-ce que, comme nous le dit Alban, parce que souvent, nous, Alban, c'est notre fils. Et on a Soline, notre fille. On se questionnait, nous, qui nous sommes mis à notre compte également, et qui avons ces préoccupations d'entrepreneurs, de se dire, il ne faut pas que ça prenne notre esprit, notre temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et une des préoccupations, c'est de se dire comment est-ce que j'arrive à basculer le cerveau sur on-off, vie pro, vie perso. Et alors, c'est Alban, haut de ses 12 ans, qui un jour nous a scotché en nous disant c'est très simple, dès que vous passez la porte du bureau, vous laissez le pro de côté. Vous fermez le PC, le pro est fermé. Moi, je voulais voir avec toi si tu partageais cette vision, si tu avais une cloison bien, tu vois, si tu cloisonnais vraiment ces projets perso pro, ou si à l'inverse, eh bien, tu faisais participer la famille, si quelle est ton approche, quelle est toi ta façon de voir les choses et de faire entre vie pro, vie perso? Alors, il y a deux niveaux dans la réponse que j'ai donnée. Le premier, c'est au niveau des valeurs, et le deuxième, c'est au niveau pratique. Au niveau des valeurs, ma famille aujourd'hui doit me dicter 90 à 95% des décisions que je prends dans mon entreprise. C'est-à-dire quel temps je consacre à travailler, vers quoi va me mener mon projet professionnel, et je sais que je mets en place des objectifs parce que je veux faire des choses avec ma famille derrière. Par exemple, si je veux réduire mon temps de travail à 4 heures, c'est pour pouvoir passer beaucoup plus de temps avec ma famille et partir sur un projet, on avait parlé hors ligne, sur un projet de road trip aussi avec eux. Donc, tout ce que je mets en place dans mon entreprise, c'est vraiment lié à ma famille et ce que je veux avoir avec elle. C'est aussi lié à l'éducation que je veux donner à mes enfants. Si je veux avoir aujourd'hui des moyens financiers, c'est pour pouvoir donner le meilleur à ma femme et mes enfants. Tout est lié au niveau des valeurs, en fait. Et tout ce que je mets en place dans mon entreprise aujourd'hui, c'est pas parce que je veux gagner de l'argent pour construire un empire numérique. C'est parce que derrière, je veux utiliser cet argent comme un outil pour mes projets de vie personnels. Donc, au niveau des valeurs, ma famille me dicte 90-95% de mes décisions aujourd'hui, au niveau des valeurs. Après, d'un point de vue pratico-pratique, je cloisonne mon activité. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un esprit assez... j'arrive à m'imposer des choses assez rigides parce que j'ai un esprit comme ça et que j'ai une carrière sportive qui m'a mené à ça, et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire aussi facilement. Je m'impose des rythmes de travail et je sais que c'est dans mon agenda. De telle heure à telle heure, je travaille sur ça. Quand j'ai terminé, c'est fini. Je passe à autre chose que j'ai terminé ou que j'ai pas terminé. Et c'est vrai que c'est de la rigueur. Ça pourrait paraître un petit peu drastique, mais c'est de la rigueur à avoir, de se dire, OK, moi, je me suis réservé 4 heures. OK, j'ai fait 4h30 aujourd'hui, mais stop, je ne vais pas plus loin aujourd'hui. Demain est un autre jour. J'ai du temps pour faire la suite de mon projet. J'ai du temps pour terminer mon mail. J'ai du temps pour terminer ce que je dois faire. Et de toute manière, le ciel ne va pas me tomber sur la tête si je ne le fais pas. Et il faut pour prendre conscience de ça, il faut comprendre la notion d'urgence et la notion de danger, en fait. Rien n'est vraiment urgent. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas la nuance. Rien n'est vraiment urgent dans toute une journée. La seule urgence qu'il peut y avoir, ça doit être une urgence vitale. Quelqu'un est en train de mourir, un de mes enfants s'est ouvert le bras, j'en sais rien, il y a une urgence. Au niveau du travail, c'est pareil. Qu'est-ce qui est vraiment urgent? Rien n'est vraiment urgent. Bon, mis à part peut-être si je ne peux plus encaisser d'argent ce jour-là parce qu'il y a eu un bug technique, ça c'est peut-être urgent, mais sinon tout le reste, le mail qui n'est pas parti, la page qui n'est pas prête, le client à qui j'ai pas encore répondu, tout ça, dans l'absolu, c'est pas si grave que ça.
je lui répondrai demain, je traiterai demain, je terminerai demain, c'est pas grave. Donc il faut savoir cloisonner parce que la majorité des gens que je rencontre et que j'accompagne sont dans l'urgence de dire non mais il faut que je réponde à ce mail, non mais il faut que je fasse ça, non mais il faut que je termine ça. Non. Et en fait, on remplit notre journée comme ça, et au lieu de se mettre que le nombre d'heures qu'on voulait faire, ben en fait, on va déborder, ou alors on va ramener du travail à la maison si on travaille dans un boulot physique, et on va remplir notre journée de choses que l'on pense urgentes, alors qu'en fait, la notion d'urgence doit être très bien claire, très bien définie. Qu'est-ce que c'est que l'urgence? Qu'est-ce que c'est qui va m'obliger à travailler 12 heures au lieu de 8? Qu'est-ce que c'est qui va m'obliger à ramener du travail à la maison au lieu de ne pas le faire? Qu'est-ce que c'est qui va m'obliger à me coucher à 1 h du matin et sans manger? Voilà. Est-ce qu'il y avait vraiment une vraie urgence derrière? Et je sais que c'est très compliqué parce que parfois, dans les relations professionnelles, dans les relations avec les clients, cette notion d'urgence, elle est très mal comprise. Et on peut se retrouver en tant que salarié ou même en tant qu'entrepreneur à être confronté à des gens qui disent non mais c'est urgent ça, non mais il faut me faire ça ou il faut répondre ça, j'ai besoin de ça. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment urgent. Ok, d'accord, j'ai bien compris ce dont vous avez besoin, mais moi aujourd'hui, entre guillemets, ma journée elle est terminée. Je traiterai votre problème d'urgence demain. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion à prendre en compte de se dire, OK, j'ai un timing aujourd'hui, je me suis donné tant d'heures, je peux un petit peu déborder parce que je ne suis pas parfait, que voilà, on peut déborder, mais on ne dépasse pas plus que nécessaire par rapport à une véritable urgence. Écoute, c'est super chouette. Alors, tu vas me dire si j'ai bien saisi, mais je trouve que c'est très puissant. Donc, pour toi, l'aspect pro, l'aspect business, il doit absolument, dans ta vision des choses, être au profit de ta famille. Hein. C'est vraiment le pourquoi de ton business, c'est simplement pouvoir permettre à toi et à ta famille de vivre quelque part la vie de vos rêves. Hein. Tu me dis si je reformule. Je mets une petite nuance dessus parce que oui, à 90-95%, c'est ça. Oui. Mais les 5 ou 10% qui restent, c'est pour la vision et la mission que je me suis mis dans mon activité. J'ai eu la chance d'avoir une activité aujourd'hui sur laquelle j'ai beaucoup travaillé pour la trouver, qui me nourrit au niveau des valeurs aussi. Et j'ai une mission, j'ai une vision sur cette activité qui fait que je prends des décisions aussi par rapport à ça. Les 10-15% qui restent, c'est par rapport à ce fait que j'ai envie de faire avancer mon activité parce que je sais que je vais impacter des gens, que je sais que ça va les aider, et c'est ma contribution au monde. Mais c'est que 10-15% par rapport aux 90-95% que je réserve pour ma famille. Parce que c'est vrai qu'après, il y en a certains qu'on voit qui ont des réussites, et j'en ai rencontré beaucoup de personnes qui ont des réussites, on les voit comme ça en vitrine, tu dis waouh, le mec, la réussite, la nana, la réussite qu'elle a, la vie de rêve qu'elle a, tout ça. Et quand on les rencontre, et pour vous dire une confidence, en fait, je crois que dans toute ma carrière, j'ai rencontré qu'une seule personne qui appliquait les mêmes choses que moi et qui avait vraiment une vie équilibrée. Toutes les autres personnes que j'ai rencontrées avaient une vie déséquilibrée derrière. C'est-à-dire que se retrouver avec effectivement une vitrine de réussite on peut les envier, quoi. Mais au niveau de leur équilibre de vie, bah, c'était totalement déséquilibré. C'est-à-dire que oui, effectivement, beaucoup d'argent, beaucoup de jet ski, de bateaux, tout ça. Mais en fait, en vie privée, le couple est catastrophique. Le mec, il se remarie 3 fois, il a divorcé, il a fait des enfants de tous les côtés. Enfin, que des trucs où je me suis dit, mais en fait, je n'échangerai pas ma vie avec la sienne, malgré qu'en vitrine, sa vie soit extraordinaire, malgré que la personne elle-même soit parfois super intéressante. Moi, j'ai des amis qui sont comme ça, qui sont super intéressants, mais leur vie, pour moi, elle est totalement déséquilibrée. C'est pour ça que je tenais à ce que moi, 90-95% de mes décisions soient dictées par ma famille, parce que c'est le socle dans lequel je passe le plus de temps, dans lequel je suis heureux. Et mon activité professionnelle, c'est une mission professionnelle qui ne doit pas prendre beaucoup de place dans ma vie, parce que moi, je ne suis pas mon activité. Je suis une mascotte de mon activité. Je suis juste un... Voilà, je suis un... Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé par rapport à... Si, très bien. Tu te nourris effectivement de ces valeurs qui sont fortes pour toi et dans lesquelles tu vas puiser l'énergie à travers ta famille. Ouais. Et est-ce que tu souhaites peut-être partager pour les 10-15% la mission que tu t'es donnée vis-à-vis, donc tu nous parles de valeurs, tu nous parles de mission, de vision. Est-ce qu'en 2 mots, peut-être, tu pourrais exprimer qu'est cette mission que tu t'es donnée sur ce business, à accompagner des gens, à partager tes connaissances, ton expertise, s'il te plaît? Alors, parce qu'à chaque fois, les gens disent, oh, le mec, il a trouvé sa mission de vie, ça a été un truc, waouh, c'est génial. Mais en fait, ça m'a pris 1 an et demi avant de trouver ça vraiment, parce que je suis arrivé à un moment de ma vie où je me suis dit, il me manque quelque chose, je suis pas bien, je n'ai pas des valeurs qui sont nourries. Qu'est-ce que je fais? J'avais une activité florissante dans le conseil pour le marketing et les entrepreneurs, mais ça ne me nourrissait pas
je suis arrivé à un point. Donc ça m'a pris 1 an et demi de trouver cette mission, cette vision que je me suis fixée. Et donc pour te la partager, en fait, c'est que j'accompagne les personnes à haut potentiel, ce qu'on appelle les surdoués, les surefficients, les zèbres, il y a plein de noms autour de ça, les personnes qui sont au potentiel intellectuel ou émotionnel, à canaliser leur mal-être, parce que malheureusement, ces personnes-là sont dans la grande majorité dans un mal-être, à canaliser leur mal-être, à apprendre à utiliser leur mode d'emploi pour s'épanouir et rendre ce monde meilleur. Parce que dans ma vision des choses, les personnes à haut potentiel sont un petit peu les seules personnes à avoir les capacités de penser outside the box, de faire des choses innovantes, d'avoir même au point de vue artistique, au point de vue des inventions, ce sont celles qui ont le plus d'outils à l'intérieur, mais qui malheureusement ne sont pas dans une société qui leur permet de s'exploiter. Donc ça, c'est vraiment ma mission de vie. Superbe. Très très belle mission. Ouais. Merci à toi. Inspiré peut-être par une expérience, ton entourage, tes proches? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, j'ai découvert très tard que j'étais une personne à haut potentiel. Parce qu'en fait, je condense en 1 minute l'histoire, hein, pour pas que ça prenne beaucoup de temps. Je commençais à avoir chez mon fils des comportements que moi j'avais quand j'étais très jeune, et des comportements qui ne coïncident pas avec les comportements de ses camarades. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, comportements différents. J'avais lu beaucoup de livres sur la psychologie, sur quelques-uns sur le haut potentiel, et je me suis dit, il y a des signes. Je vais consulter une psychologue spécialisée, parce que c'est vrai que moi, quand j'étais enfant, j'avais l'impression d'avoir un peu souffert de ma différence, mais bon, après, on s'y fait. Moi, avec le sport, ça m'a beaucoup aidé, donc j'ai pas eu de problème. Je vais consulter cette psychologue spécialisée. Cette psychologue me dit, votre enfant est trop jeune pour faire un test pour décider. Par contre, il y a une grosse part de génétique. D'après ce que vous m'expliquez, ça serait bien pour vous de faire un test. Je dis, oui, pourquoi pas, allons-y. Comme ça, moi, j'aurai des réponses. Je fais le test. Je découvre que je suis une personne à haut potentiel, ce qu'on appelle avec des capacités un petit peu différentes de la moyenne. Et c'est comme un jeu de puzzle où on voit plein de pièces comme ça, puis d'un coup, tac, 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 tout se rassemble, tout se met en forme, on se dit, ah mais oui, mais bien sûr. Ouais. Et on comprend toute sa vie, tout ce qu'on a fait, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi il y a eu certains blocages, pourquoi il y a eu certaines souffrances, pourquoi je fonctionne comme ça aujourd'hui, pourquoi j'ai eu tel résultat. Et ce qui fait que ça me touche personnellement. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais mince, mais en fait, je suis au potentiel, j'ai entre guillemets réussi ma vie, avec de grands guillemets, hein, je suis assez épanoui. Peut-être que j'ai quelque chose à apporter à ces gens qui, comme je l'ai découvert, parce qu'après je me suis un peu plus penché sur le sujet, sont dans la grande majorité en souffrance parce qu'ils sont inadaptés à la société actuelle. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui me touche personnellement. Et je me suis rendu compte que j'avais tout le bagage de formation et d'expérience pour les accompagner. Super, merci. Ça, c'est très très riche. Ouais, oui, c'est chouette, mais on mettra un lien peut-être pour les gens qui nous écoutent, pour que, voilà, s'ils veulent te retrouver, savoir ce que tu fais plus en détail, tu nous donneras tout ça à la fin de l'interview. Il faut savoir, je vais une petite parenthèse par rapport à la thématique, la majorité des personnes au potentiel ne savent pas qu'elles le sont. Et en général, elles croient qu'elles sont stupides, débiles, parce qu'en fait, comme elles sont inadaptées, elles ont des mauvais résultats à l'école, socialement, elles ne sont pas adaptées, et ce qui fait qu'elles ont cette sensation de dévalorisation très forte. Et c'est un petit peu comme le fou qui ne sait pas qu'il est fou. Ben, le fou, il ne sait pas qu'il est fou, puisqu'il est fou. Ben, le haut potentiel ne sait pas qu'il est haut potentiel, parce que dans sa vision des choses, ben, il est nul, en fait. Alors qu'en fait, quand on commence à se poser les bonnes questions, ben, on mettra un lien vers une des vidéos où je pose justement des bonnes questions, ben, d'un coup, on se dit, ben oui, mais en fait, il est en train de lire dans ma pensée d'après ce qu'il dit là. Ben oui, parce qu'en fait, là, il y a un fonctionnement de pensée très spécifique qui fait qu'on arrive à déceler après les hauts potentiels. Fin de la parenthèse. Ouais, je rouvre juste très très vite la parenthèse. Tu disais chez ton fils, c'était trop tôt pour le déceler. Ça peut peut-être intéresser certaines personnes qui se posent les questions. C'est finalement à partir de quel âge on peut faire ce test-là pour qu'il y ait des résultats à peu près exploitables et puis fiables? Alors, de manière, on va dire, clinique, c'est à peu près 5-6 ans. Voilà. D'accord. Le milieu des psychologues conventionnés, bien carrés, disent qu'à partir de 5-6 ans, c'est pas pertinent de faire un test parce qu'effectivement, l'esprit n'est pas... Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Il est vrai qu'avant 5-6 ans, on a des signes précurseurs chez beaucoup de hauts potentiels, avec parfois un regard très éveillé, des habilités motrices au niveau des mains, des jouets qui sont mises en avant,
le langage qui arrive plus tôt, marcher plus tôt. Il y a beaucoup de précocité avant 5-6 ans qui fait qu'on se dit, tiens, c'est bizarre. Attention de ne pas rentrer non plus dans le sorte de mode où beaucoup de parents se disent, oui, mais moi, mon enfant, je suis sûr qu'il est surdoué parce qu'en fait, il a commencé à parler plus tôt. Il y a plein de signes qui font qu'on commence plus tôt certaines choses par rapport à d'autres. Mais quand on cumule tous ces symptômes, effectivement, il peut y avoir une suspicion de précocité ou de haut potentiel. Donc, ce n'est pas quand on en a juste un. Hein, si un enfant commence à parler plus tôt, ben, c'est très bien, ça arrive. Mais s'il commence à parler plus tôt, qu'il manipule très bien les objets, qu'il marche très tôt, qu'il a un regard super curieux, qu'il commence à poser beaucoup de questions, que ci, que là, ça fait beaucoup. Et là, il faut commencer à se poser la question, tiens, c'est bizarre, il y a peut-être une suspicion de surefficience de potentiel. Et il faut surtout s'en occuper et la prendre à charge, parce que sinon, l'enfant dans son évolution, dans la société actuelle, va se sentir très mal. Voilà. Il va y avoir une incompréhension très forte qui fait qu'il va en souffrir. Ça va engendrer des blocages qui vont le suivre toute la vie. Donc, c'est vraiment un sujet qui peut paraître anodin. On a toujours cette vision très hollywoodienne du surdoué qu'on va applaudir, qui lit des équations de physique quantique, tout ça. C'est pas vrai. Le surdoué, il a un profond mal-être, il est très inadapté, et si on l'aide pas, il s'en sort pas. Donc, chez un enfant, il faut s'en occuper. Ok, merci pour super. cette parenthèse, mais qui était très très intéressante. Et oui, on mettra tous les liens à la fin de l'interview. Une dernière question, alors c'est la question qu'on appelle petite question signature, parce qu'elle nous tient beaucoup à cœur. Et on aimerait que tu te livres un petit peu. On va te demander de nous raconter quelle a été la plus belle aventure que tu as vécue en famille. La plus belle aventure que j'ai vécue en famille. La plus belle, la plus mémorable. Alors attends, il faut que je me replonge un petit peu dans toutes mes archives de souvenirs. La plus belle aventure que j'ai... C'est très difficile pour moi parce qu'en fait, j'ai l'impression de vivre une aventure avec ma famille. Donc, si je pouvais prendre un souvenir alors, qui englobe ma femme et mes 2 enfants... Toi qui es certifié praticien PNL, quelle est finalement une ressource famille qui pourrait te gonfler et sur laquelle tu peux t'appuyer régulièrement ou assez instinctivement ou rapidement sur tiens, là j'ai besoin d'une ressource, pouf, c'est cette image-là qui me vient. Alors j'en ai 2 et je vous donne les 2. La première, j'ai fait l'exercice très récemment parce que ce dimanche j'étais dans un stage où on apprenait de la respiration avec un maître et on devait se reconnecter avec des émotions positives. Et moi, ce qui me revient toujours, c'est quand ma femme et mes 2 enfants me sourient et rigolent, je me connecte à ça, mais il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de souvenir, c'est leur sourire, c'est leur visage épanoui en face de moi, ça me met en joie. Ça, c'est un truc que voilà, il n'y a pas de souvenir particulier. Un autre souvenir qui m'a plus touché et qui est très récent justement, c'est qu'on est en train de préparer un road trip justement à travers l'Europe en camping-car. Et en ce moment, on est en train de tester des modèles de camping-car. Donc on a testé un petit Volkswagen tout petit, on s'est dit c'est beaucoup trop petit. On a testé un modèle un petit peu plus gros, on s'est dit c'est sympa, mais il y a quand même pas assez de confort. Et la semaine prochaine, on teste carrément un gros truc pour voir ça. Et donc il y a très peu de temps, il y a peut-être il y a 2 semaines, 3 semaines, on a fait un petit road trip, on est allé en Camargue, on s'est perdu dans un endroit très perdu avec ma femme et mes enfants, avec un camping-car. Et j'avoue que c'est un de mes souvenirs, alors c'est un des plus récents aussi, les plus forts, parce qu'en fait, on est entre nous, il n'y a que nous, on est émerveillés entre nous parce qu'on est au contact de la nature, on voyait les flamants roses au réveil, avec le lever de soleil sur la lagune, c'était magnifique, et qu'on n'a pas besoin de plus en fait. On n'a pas besoin, on était dans un camping-car, en plus qui était vieux parce que c'était une location d'occasion, bref. Mais on était entre nous, on était bien. Les petits avaient une sorte d'apaisement un petit peu parce qu'il n'y avait plus le brouhaha autour des collègues, tout ça. Et voilà, c'est un souvenir sur lequel je me raccroche beaucoup ces derniers jours parce qu'il y a cette impression de cocon familial très puissant au milieu de la nature qui, moi, me met en joie. Donc ça présage un road trip où vous allez vous régaler. Je pense, oui. Ouais. On va apprendre beaucoup de choses, on va faire beaucoup d'erreurs, mais je pense que ça va être très, très, très positif sur ce qu'on va vivre. Mais on vous le souhaite en tout cas. Donc là, c'est planifié alors. On comprend que
te connaissant, tu commences déjà à voir l'agenda et le planning qui se dessine. Oui, tout est en train de je suis en train de tout organiser pour que ça se mette en place très rapidement. Ouais. Ouais, tout est déjà dans les rails, là, ça y est. Bien. Bien, donc là, ben, on sera aussi ravis de pouvoir suivre le périple si tu souhaites le partager, ou au contraire, est-ce que tu en feras une aventure vraiment cocooning, famille Oui, oui, carrément, ça va être un partage. Enfin, moi, je suis vraiment pas du style à dire non, je vais mettre un masque flou sur le visage de mes enfants, ou je vais parce que ça fait partie de moi, c'est moi, et que donc, ben, s'il y a des gens qui sont déséquilibrés psychologiquement, que ça peut perturber, ben voilà, moi je mets tout en place pour qu'il n'y ait pas de souci. Donc au contraire, ça fait partie de moi, donc je le mets en avant parce que c'est moi, et puis voilà, c'est ma famille. Puis de la même manière, je pense que ça sera très riche aussi de voir la manière dont vous abordez l'éducation des enfants pendant le voyage. Comment est-ce qu'on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? C'est des préoccupations qu'on a forcément en C'est ce que connaissant un peu. je pense que c'est la préoccupation aussi. Ouais. Oui, Voilà, donc je pense que, et il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là d'ailleurs. Est-ce que, et on peut peut-être terminer là-dessus pour te libérer ensuite, est-ce que toi aujourd'hui, tes enfants sont scolarisés dans un système classique standard? Est-ce que tu fais l'école à la maison? Est-ce que tu as une autre approche? Alors ils sont scolarisés dans une école privée qui est qu'on appelle ça, qui est conventionnée, je crois qu'on dit, avec le programme de l'éducation nationale. C'est une école privée catholique, bien qu'on ne soit pas pratiquant, nous, de la religion. Mais on a quand même déjà choisi de les mettre dans une école privée, parce que l'école publique où on était, elle ne convenait pas trop en termes de valeurs. On n'a pas d'éducation à la maison, on n'a pas mis en place ne nous a pas mis dans une école spécialisée encore, mais c'était notre projet en fait de le faire maintenant. En fait, on s'est dit de toute façon, ben là, on va les changer, on va les mettre dans une pédagogie comme Montessori ou Steiner, un truc comme ça. Mais comme par-dessus ça, c'est greffé ce projet de partir, voyager, on s'est dit, ben, en fait, il va falloir le faire nous-mêmes. Et donc, il faut organiser pour mettre en place ça nous-mêmes. Donc, ce qui fait que ça fait partie aussi de l'organisation. Si je ne me mets que 4 heures par jour, c'est aussi pour passer des heures d'enseignement avec mes enfants, jouer le rôle du professeur avec eux. Et donc, c'est vrai que tout se mêle. C'est pour ça que quand je dis que je prends 90-95% de mes décisions par rapport à ma famille, ben, c'est pour me laisser du temps, justement, pour continuer l'éducation de mes enfants pendant le trajet. Bien, Ah ouais, un beau super projet. chouette, ouais. Une belle Et c'est vrai que par contre, on est en train de chercher un accompagnement pédagogique pour nous suivre tout au long de notre parcours. Parce que c'est vrai qu'à distance, il y a des solutions comme le CNED, par exemple, qui sont intéressantes, mais qui sont très classiques, on va dire. Et j'ai commencé à trouver une école par correspondance qui était un petit peu parallèle. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que déjà de déscolariser ses enfants, c'est pas classique. Donc en général, les solutions sont les solutions classiques. Et si on veut aller plus loin, ben, en fait, il faut un petit peu y aller, faut un petit peu se débrouiller. Moi, j'ai une amie qui est professeure des écoles et qui a tout un blog, qui a parcouru le monde entier pour trouver des pédagogies un petit peu innovantes, tout ça. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais Cécile, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à mes enfants? Et elle a eu une réponse qui est très intéressante. Elle m'a dit, de toute façon, tes enfants, ils n'ont pas besoin vraiment de suivre un programme quel qu'il soit. Ils vont découvrir tellement de plein de choses, ils vont tellement manipuler des chiffres, des langues, des découvertes, tout ça, qu'en fait, dans l'absolu, ils n'ont pas vraiment de programme. Ils n'ont pas besoin de programme particulier sur quelque chose. Donc j'ai trouvé ça, je dis c'est vrai qu'en fait, c'est vrai que ils vont manipuler de l'argent, on va leur donner de l'argent de poche, donc ils vont être obligés de calculer, ils vont être obligés de découvrir la géographie par rapport à là où on va, ils vont être obligés d'écrire, de parler. Bon bref, tout ça fait que quand on fait le bilan sur vraiment ce qui reste, alors attention, je suis en train d'ouvrir une parenthèse qui pourrait durer des heures, hein. Qu'est-ce qui nous reste après toutes nos années d'études dont on se sert vraiment dans la vie de tous les jours? Il ne reste pas grand-chose en fait, hein. Donc à part savoir compter, lire, écrire, après on ne se sert pas de grand-chose de ce qu'on nous a appris. Donc c'est vrai que dans l'absolu, on va prendre sûrement un suivi pédagogique pour avoir quand même un petit peu une structure dans tout ça. Mais c'est vrai que je pense qu'ils vont bien plus apprendre par eux-mêmes qu'en suivant un programme très carré scolaire. La structure et le programme, c'est vrai que ça a le côté rassurant pour nous parents, mais David Venane, que tu connais sans doute, nous partageait que lui, ils sont partis autour du monde avec les enfants. Ils ont eu cette éducation parents-enfants pendant le voyage. Et au retour, ça s'est très très bien passé parce que les enfants ont fait le choix de vouloir retourner dans un système classique. Ils avaient largement le niveau, voire même la capacité de sauter une classe. Et effectivement, sans forcément avoir un programme bien défini, mais parce que avec tout ce que les enfants auront découvert
au cours du voyage, eh bien, ça booste l'épanouissement, c'est clair. Ben, carrément. Il ne faut pas se le leurrer aussi, enfin, dans le système de l'éducation nationale, pourquoi les enfants passent toute la journée à l'école? Ben, c'est parce que leurs parents doivent travailler et que sinon, ben, où est-ce qu'on mettrait les enfants? Donc il faut bien remplir cette journée de travail à l'école, de temps pour les occuper, les enfants. Et en fait, quand on regarde vraiment de manière pratico-pratique ce qui est le programme qu'ils ont besoin d'apprendre, il y a très peu de temps dans la journée. Il y a peut-être une demi-heure, 1 heure en fait, qui peut être faite de manière condensée. Après, tout le reste, c'est ce que j'appelle un petit peu du remplissage de temps avec des activités motrices, des ci, des là, parce qu'en fait, il faut bien garder les enfants toute la journée jusqu'à ce que les parents viennent les chercher. Donc, en gros, 1 heure de travail par jour, je pense que ça sera largement suffisant pour les... Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Bah alors, moi, je t'avoue qu'on part donc dans quelques mois. Effectivement, on est parti dans l'idée de les faire travailler 1 heure par jour. Après, nous, on s'est aussi adapté à la volonté des enfants. Mais ils sont plus âgés. Alban va rentrer en 4e, lui, l'année prochaine. Donc, oui. il rate sa 4e, qui est une grosse année. Et c'est lui qui a fait la demande d'avoir le CNED en support. Alors, il l'a en libre. Il n'est pas obligé de renvoyer les devoirs ni rien. Mais ça le rassure. Ouais. Donc moi, je pense que c'est notre rôle aussi de parents de respecter son choix, son rythme. Donc on a pris le CNED pour lui en support. Et pour Soline, on s'est rapproché de son enseignante actuelle. Et elle m'a dit effectivement exactement ce que tu disais. Elle va apprendre. Elle va apprendre beaucoup plus que ce qu'elle apprendrait à l'école. Après, on garde quand même un lien sur le français et les maths. Voilà. On a juste 2 supports, un français et un maths. Et puis elle m'a donné aussi des liens sur Internet, des activités. Donc je pense qu'effectivement, il faut s'adapter aussi à chacun des enfants. Chaque enfant est différent, chaque enfant a son rythme. Mais comme tu le dis, hein, 1 heure par jour, c'est largement, même des enseignants, c'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. Oui, oui. Alors c'est vrai que nous, dans le projet que moi je visualise, il n'y a pas de retour en fait. On n'a pas de retour à la scolarisation, on n'a pas de retour. C'est plutôt un rythme pour passer dans un autre style de vie. Alors peut-être pas voyager toute l'année, hein, mais en tout cas déscolariser les enfants, avoir une vie plus libre entre guillemets, comme on peut l'entendre chacun. Mais c'est pas de peut-être dire, tiens, quand on va revenir d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, on va les remettre à l'école, ils vont reprendre le cycle du bac, etc. Tout ça. Alors, ils ont la chance d'avoir des parents, y compris moi, entrepreneurs et qui enseignent à devenir entrepreneurs. Donc je pense que par génétique de l'entrepreneuriat, ils vont peut-être devenir entrepreneurs aussi, et qu'ils ont donc tout le bagage à la maison pour pouvoir le faire. Mais on n'a pas l'envie de les rescolariser dans un système critique de retour de notre voyage. Donc c'est vrai que au plus on s'éloigne de tout ça, au mieux ça sera pour nous en tout cas. Ouais. Tout à fait. Effectivement. Merci pour ce partage. Ça nous a fait vraiment plaisir. Ah ouais. J'ai eu l'impression de partager avec quelqu'un que je connaissais depuis des années. On a, je pense, des philosophies de vie très proches. Et ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi, de pouvoir apprendre à mieux te connaître. Voilà, c'était un bon moment en tout cas pour moi et pour toi aussi. Ah ouais, moi je me suis régalé et à travers toi, naturellement, toi ce que tu nous as expliqué, on ressort quand même de belles grosses pépites. Alors je vais me permettre et puis tu me diras et tu compléteras si tu ou corrigeras si je suis à côté de la plaque. Mais déjà moi ce que je retiens c'est voilà, pour l'aspect équilibre vie pro, vie perso, c'est un peu propre à chacun. Toi, on a compris que le côté pro, il devait nourrir à 90-95% ton côté famille, avec le reste eh bien, aligné sur tes valeurs, sur ce qui te porte, sur la mission que tu t'es donnée. Peut-être aussi en lien avec ton expérience de vie, ce que tu as avec justement tes enfants. Donc quelque part, c'est quand même toujours un petit peu plus ou moins en lien. Mais donc voilà, toi le business, il est là vraiment pour ton équilibre perso et famille. Et ça, je partage ta vision des choses quand tu dis c'est rare. Ou en tout cas c'est en façade. Quand les gens le disent, quand tu creuses un petit peu, tu t'aperçois que finalement, c'est pas si vrai que ça. L'équilibre, il est peut-être pas si profond que ça. Et alors, excuse-moi, je te coupe parce que je veux mettre juste un truc en plus. C'est totalement ça ce que tu dis, mais j'ai la chance aujourd'hui d'avoir trouvé un métier qui me passionne aussi. Mais c'est à la portée de tout le monde de trouver ça. Mais seulement, comme je dis tout à l'heure, ça m'a pris 1 an et demi.
Oui. Il ne faut pas croire qu'en se disant, tiens, ce soir, je vais réfléchir, tiens, j'ouvre mon cahier, qu'est-ce que je pourrais faire cette année voilà, j'y réfléchis une demi-heure, et puis c'est bon, ah non, bon, je pense que je vais faire ça. Ah tiens, je pense ce métier-là ou cette activité-là, je pense que ça sera... Non, ça prend vraiment du temps. Il y a la métaphore des gens qui préparent leur mariage. Quand on prépare un mariage, en général, on va le préparer pendant 6 mois, tous les week-ends, tout ça, juste pour une journée de mariage. Et les gens prennent très peu de temps pour préparer leur vie. Ouais. C'est vrai. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir un équilibre familial et d'avoir trouvé un métier qui me passionne en plus. Il ne faut pas faire l'erreur de se dire, OK, moi, je veux mon équilibre familial et je prends n'importe quelle activité qui me rapporte le plus de blé. Comme ça, j'aurai de quoi satisfaire ma famille. Parce que ça va être un autre déséquilibre après. Un déséquilibre au niveau du métier, ça va être alimentaire, le travail va pas être bien fait avec les gens, tout ça. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se poser, de travailler sur soi. C'est pour ça que j'enseigne l'ikigai, parce que c'est beaucoup basé là-dessus, sur la mission de vie. En fait, se dire, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui va me mettre en joie tous les matins quand je me réveille? Et quelle serait ma journée idéale? Donc voilà, attention, l'équilibre, un peu alimentaire, mais passionnant aussi. Et ça rejoint parfaitement ce que tu disais sur le fait prendre soin de soi déjà en priorité, avec un petit côté égoïste quand même, malgré tout, savoir dire non pour pouvoir se dire oui à soi, et puis ne pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que voilà, c'est là où on enseigne, c'est prendre du recul, lâcher prise. On a mis en place tout ce qui nous semblait être bon, et bien le résultat, c'est le résultat. On lâche prise sur le résultat. Donc moi, je trouve que derrière ça, il y a des vraies pépites. Oui. Et merci pour ce partage, c'est une grande valeur que tu nous as transmis. Cette humanité, parce que ouais, t'es généreux. Et c'est vrai que moi, je partage Magali, on ne se connaissait pas, hein, il faut dire les choses, hein, à part un premier contact sur lequel tu as tout de suite rebondi en disant écoute, avec plaisir. Et puis là c'était vraiment un moment super agréable. En tout cas, pour partager aussi, d'avoir des gens qui sont sur la même philosophie, même projet de vie aussi. Ça fait plaisir parce que on se sent pas seul. Tout à fait. Parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu, petite parenthèse pour la fin, puisque vous êtes vraiment dans cette thématique un petit peu de fonctionnement très pareil, très différent, on peut se poser de manière philosophique la question, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? Et quand on a des choix de vie comme ça, on se dit on va partir 1 an en voyage, on va changer de mode de vie, tout ça. Où se situe la normalité? Si on le prend par rapport à la majorité, on est anormaux. Moi, je me sens anormal avec ma famille. Je pense que vous vous sentez un petit peu anormaux par rapport à la majorité. Alors que nous, de manière intérieure, on se dit non, mais c'est normal de faire ça, en fait. C'est ce que tout le monde devrait faire. Ouais. Et justement, quand il y a cette petite transition, quand on est en train de se dire mais pourquoi les autres ne font pas comme moi et qu'on l'assume, c'est là où on a commencé à atteindre un degré d'évolution intérieure où on se dit mais en fait, voilà, j'assume qui je suis dans mon anormalité normale, mais je me demande pourquoi les autres ne le font pas aussi comme moi. Ils seraient bien mieux, en fait. Quand on assume cette anormalité, on se dit, mais en fait, la normalité, où elle est? Est-ce que c'est un petit peu moi? Est-ce que c'est un petit peu eux? Voilà, tout dépend où se situe la définition. Siegfried, pardon, merci encore. Dis-nous, juste pour les gens qui souhaiteraient aller un peu plus loin ou te retrouver, en quelques mots, où est-ce qu'on peut te retrouver? On mettra en lien, comme on l'a dit au cours de l'interview, la vidéo où tu proposes quelques questions pour aller identifier les enfants à haut potentiel. Mais si les gens veulent aller un peu plus loin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelle est ton actualité? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur Internet, sur YouTube, et de taper « Université des hauts potentiels ». Et puis là, on tombera sur la chaîne, sous les vidéos, il y a tout ce qui est expliqué, tout est dit. Après, pour ce qui est d'activité entrepreneuriale, marketing, là, le plus simple, c'est d'aller m'envoyer un mail directement et de m'exposer la problématique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je choisis très peu de projets pro dans l'entrepreneuriat, parce que je préfère accompagner des gens qui ont vraiment des projets qui m'intéressent. J'ai cette chance de pouvoir choisir avec qui je veux travailler. Et je ne prends pas tout le monde, n'importe qui, plein de gens comme ça. Donc voilà. Ok, et on mettra tout ça à la fin de l'interview. Merci beaucoup encore pour le temps que tu nous as accordé, pour la richesse de ce que tu nous as offert aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir posé les bonnes questions. Ça permet d'apprendre plein de choses. Moi, ça fait plaisir aussi. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Et écoute, on aura plaisir aussi à vous suivre pendant votre périple. Mais volontiers, volontiers. Ouais. Et puis, de manière partagée aussi, on va être curieux de voir ce que vous allez faire aussi de votre côté. C'est gentil, merci. Merci.